Il semble que discuter du sens de la matrice, c'est comme essayer d'inventer une nouvelle façon de couper du pain. Des centaines de blogueurs l'ont déjà fait avant moi, chacun affirmant avoir enfin percé tous les secrets du film. Et ce n'est pas surprenant. Le phénomène de Matrix, c'est que les Wachowski ont réussi à réaliser un film qui, des années plus tard, continue de susciter de nouvelles théories. Je voudrais partager une théorie que j'ai récemment élaborée. C'est pourquoi, au lieu d'ajouter une théorie de plus à ce flot sans fin, je voudrais parler de ce que Matrix signifie personnellement pour moi. Cette vidéo explique le sous-texte philosophique caché dans la trilogie Matrix, en particulier la question philosophique fondamentale qu'elle soulève et la réponse qu'elle y apporte. Pourquoi dans Matrix tout est un programme, sauf Neo qui est une superposition quantique? Analysons cela. Pour comprendre pourquoi tout le monde est un programme dans Matrix, il faut d'abord définir ce qu'est un programme. Au sens large, un programme est un ensemble d'instructions exécutées pour atteindre un objectif ou une finalité précise. Dans Matrix, il est souligné à plusieurs reprises que chaque programme doit avoir sa propre finalité. Je gère les ordinateurs à la station d'alimentation en énergie. Ma femme, très créative, développe des programmes interactifs. C'est ce que dit la Pity. Nous devons tous faire ce qui nous est destiné. Le mot destiné en anglais se dit Purpose. Et lorsqu'on le traduit, il sonne souvent différemment. Dans la version originale, les programmes utilisent précisément chaque programme doit avoir une raison d'être, sinon il sera supprimé. C'est ce que dit Rama. Tout programme est créé dans un but précis, sinon il est effacé. Le maître des clés parle de sa propre raison d'être. C'est ma mission, la raison pour laquelle nous sommes tous ici. La Pity parle de la destinée de l'architecte. C'est son but. Neo demande à la Pity quel est son propre destin. Mais quel est votre but? Presque tout le dialogue entre l'agent Smith et Neo dans Matrix Reloaded est construit autour du thème de la destinée. Malheureusement, dans le doublage, le texte est tellement déformé qu'à certains endroits, c'est littéralement un texte différent. Voici ce que l'agent Smith disait réellement. On n'échappe pas à la raison, on ne nie pas le but, car, comme nous le savons tous les deux, sans but. Voici comment cela se traduit. On n'échappe pas à la raison. On ne peut pas nier la destinée parce que, comme nous le savons tous les deux, sans destinée, nous n'existerions pas. Et comment cela a-t-il été traduit? Il est insensé d'ignorer le but de notre existence et de remettre en question les motivations de nos actes. Nous sommes ici à cause de vous. D'où cela vient, seul l'architecte le sait. La traduction suivante manque de précision. C'est vous qui nous avez amenés ici, monsieur Anderson, et nous devons reprendre ce que vous nous avez pris. Et cela, bien sûr. Le but. Mais dans la traduction, cela sonne comme « Nous devons... » C'est-à-dire que tous les programmes dans la matrice ont leur propre but, ou pas. Attendez, et qu'en est-il du monde de Vingen, qui se cache dans son royaume? Et qu'en est-il des programmes qui étaient censés être détruits, et qui ne veulent pas retourner à la source? Quel est leur but? Il s'avère que la frontière entre les programmes et les humains commence à s'estomper. Beaucoup de programmes ressemblent absolument à des humains. Pardonnez-lui sans vous fâcher. Sa franchise témoigne de sa sincérité. Mérovingien lui-même agit de manière surhumaine. J'aime les vins français. Neo met du temps à réaliser que l'oracle est un programme. C'est pareil pour Séraphin. Il faut également mentionner Rama et sa fille. Je suis allé voir le français pour sauver ma fille. On apprend ici que les programmes, comme les humains, sont capables d'aimer. Non, c'est juste la première fois pour moi. Vous entendez des programmes parler d'amour? Les programmes sont capables de se sacrifier, comme la Pity. Fais ce que tu as prévu. Bien reçu. L'agent Smith devient plus humain après sa rencontre avec Neo. Et en même temps, il reste un programme, car il adopte simplement le programme de la nature humaine. Se reproduire et occuper de nouveaux territoires encore et encore. Pour survivre, vous devez conquérir sans cesse de nouveaux territoires.
De plus, Smith sort de la matrice et prend possession d'un corps humain, devenant littéralement indiscernable d'un être humain. Monsieur Anders, je vois que dans ce monde, vous êtes aussi prévisible que dans l'autre. Beaucoup pensent que ce n'est qu'une couche de plus dans la matrice. J'y reviendrai plus tard. Et qu'en est-il des humains? Sont-ils vraiment si différents des programmes? Comme je l'ai dit dès le début, un programme est un ensemble d'instructions destinées à accomplir certaines tâches. Un programme fonctionne selon des algorithmes définis, réagit à des données d'entrée et produit des résultats spécifiques. Voyons maintenant la nature humaine à travers le prisme de cette analogie. Commençons par la biologie. Notre corps et notre cerveau fonctionnent sur la base des informations génétiques contenues dans l'acide désoxyribonucléique. Ces informations déterminent de nombreux aspects de notre développement, des caractéristiques physiques à la prédisposition à certains comportements. D'une certaine manière, on peut considérer les gènes comme le code d'un programme qui définit les paramètres fondamentaux de notre existence. Nous héritons de certains traits de nos parents, et ces traits, à l'image de lignes de code, déterminent comment nous réagirons face à différentes situations de la vie. Mais un programme, ce n'est pas seulement du code, il réagit aussi aux données d'entrée. Dans notre cas, ces données d'entrée sont l'environnement. Le milieu dans lequel nous grandissons et vivons façonne activement nos réactions, nos croyances et nos actions. Depuis l'enfance, nous assimilons des règles, des normes et des modèles de comportement qui, comme des algorithmes, dirigent nos actions dans différentes situations. Si une personne vit dans certaines conditions et reçoit des signaux constants de son environnement, elle agira selon les schémas qu'elle a assimilés. Tournons-nous maintenant vers la neurobiologie. Les chercheurs modernes du cerveau montrent que notre cerveau fonctionne en grande partie comme un système informatique. Il traite les informations reçues par les organes sensoriels et prend des décisions sur la base des algorithmes déjà présents en lui, ce qui souligne à nouveau l'analogie avec les programmes. En ce qui concerne la psychologie, beaucoup de nos actions se répètent et suivent certains schémas, comme la réaction au danger, la recherche de confort ou le comportement social. Tout cela peut être considéré comme une sorte de réaction programmée que nous effectuons souvent automatiquement, sans y réfléchir. De plus, une grande partie de nos actions est contrôlée par le subconscient. Ce sont des processus qui se déroulent en dehors de notre conscience, mais qui jouent néanmoins un rôle énorme dans notre comportement. On peut comparer cela au processus en arrière-plan d'un ordinateur qui fonctionne indépendamment du programme principal, mais influence son fonctionnement. De plus, nous essayons tous de comprendre le sens de notre vie, notre destinée. Tout comme les programmes dans la matrice ne peuvent exister sans but, nous essayons aussi de prendre conscience de notre propre destinée. Et répondez à la question, les programmes dans la matrice sont-ils vraiment si différents des humains? Et les humains sont-ils vraiment si différents des programmes? Il s'avère donc qu'à un certain degré, tout dans la matrice est un programme. Chaque programme a une raison d'être. Cette raison d'être oblige à agir selon un algorithme. Cela nous prive de liberté, comme le souligne Smith. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes libres, nous sommes ici parce qu'on nous a privés de notre liberté. Mérovingien questionne aussi le libre arbitre. Il y a toujours un choix. C'est absurde. Le choix est une illusion. C'est justement lui qui dit que tout est prédéterminé. C'est la nature de l'univers. Nous le nions, nous essayons de lutter, mais tout cela n'est que prétention et mensonge. Nous vivons selon un programme. Nous ne contrôlons absolument pas notre vie. Nous n'avons pas encore appris à le faire. Son tour de magie avec le gâteau montre que nos réactions, que nous pensons choisir nous-mêmes, peuvent en réalité avoir des origines bien différentes. Bientôt, elle oublie qu'il y avait une raison quelconque. Ce sont les sensations de la conséquence qui la préoccupent. Mérovingien est un apologiste du concept de déterminisme absolu. Le déterminisme est une doctrine philosophique qui affirme que tous les événements, y compris les actions humaines, sont conditionnés par des causes antérieures. De ce point de vue, chacun de nos choix et chacune de nos actions sont un maillon dans la chaîne des relations de cause à effet. Action, réaction, cause puis conséquence. Nous privant de notre réelle liberté de choix. L'un des partisans les plus connus du déterminisme à notre époque est le neurobiologiste Robert Sapolsky. Dans ses travaux, il étudie en détail le concept de déterminisme.
Son livre, La biologie du bien et du mal, et surtout, Déterminé, la science d'une vie sans libre arbitre, propose une analyse approfondie de la façon dont nos gènes, nos hormones, nos réseaux neuronaux et notre environnement façonnent notre comportement. Sapolsky affirme que, malgré notre impression d'avoir un libre arbitre, nos actions sont souvent prédéterminées par des facteurs biologiques et environnementaux et programmées avant même que nous pensions faire un choix. La question du libre arbitre se pose, existe-t-il vraiment? Pour être honnête, je ne crois pas qu'il existe. Dans une situation où vous devez prendre une décision en quelques secondes, agir correctement ou céder à la tentation et faire autrement, votre choix dépendra de nombreux facteurs différents. De nos jours, de nombreux phénomènes s'expliquent biologiquement par l'organique. Le libre arbitre n'est qu'un mythe, faute d'un terme plus adéquat. C'est exactement ce dont parle Merovingen. Il y a toujours un choix. N'importe quoi. Le choix est une illusion. L'architecte dit aussi que le choix n'est pas prédéterminé. Je vois déjà le début des réactions chimiques. L'architecte dit clairement que le résultat du choix de Neo est déterminé par des réactions, des hormones et la chimie du corps. Si l'on accepte cela, il s'avère que nous agissons, comme les programmes, selon des algorithmes prédéfinis. Nos gènes et notre expérience créent une sorte de code qui prédétermine nos actions, même si nous avons l'impression de choisir notre propre chemin. En d'autres termes, depuis notre naissance, nous évoluons dans une matrice que nous ne pouvons pas percevoir. Et une question logique se pose. Si nous sommes tous des programmes agissant sur la base d'un immense ensemble de données qui nous sont données dès la naissance, programmées par notre environnement, est-ce que nous ne décidons vraiment rien? Est-ce que nous ne contrôlons absolument pas notre vie? Est-ce que nous n'avons vraiment aucun choix? Et c'est précisément le thème central de toute la matrice. Et les auteurs donnent une réponse assez claire à cette question. Ceux qui pensent que Sion est un autre niveau de la matrice doivent apparemment être d'accord avec la thèse de Mérovingien, selon laquelle il n'y a pas de choix et que le libre arbitre n'existe pas. En effet, il s'avère que les gens ne sont jamais sortis de la matrice, mais qu'ils se sont simplement déplacés d'une réalité à une autre. Alors, Mérovingien a-t-il raison? En réalité, répondre à la question de savoir si Mérovingien a raison, c'est répondre à l'une des questions clés de la philosophie. La véritable liberté de volonté existe-t-elle? La réponse n'est pas évidente. Croire est un choix personnel. Voulez-vous croire Mérovingien? Adoptez le point de vue que Neo est passé à un autre niveau de la matrice et que nous ne contrôlons absolument pas notre vie. Si vous voulez croire à Morpheus qui pense qu'on peut sortir de la matrice et que nous avons le libre arbitre, c'est votre choix. La pilule bleue met fin au conte de fées. La pilule rouge t'ouvre les portes du pays des merveilles. Il est intéressant de noter que les personnes insatisfaites de leur vie ou de leur réussite ont tendance à pencher plus souvent vers le déterminisme, expliquant leurs échecs par des facteurs extérieurs. Alors que ceux qui réussissent et sont satisfaits de leur vie peuvent croire davantage au libre arbitre, attribuant leur réussite à leurs efforts personnels et à leurs choix. Quand la vie ne se déroule pas comme prévu, il est plus facile de croire au destin, à la providence, à la volonté de Dieu ou à la fatalité plutôt que d'assumer ses propres décisions. Ainsi, tu te décharges de toute responsabilité. Ce n'est pas toi qui as mal agi, c'est simplement que tout était prédestiné. Nous ne pouvons rien changer, nous ne pouvons que nous résigner et nous apaiser. Et ceux qui ont réussi, pour qui tout a marché, ont tendance à penser que c'est le résultat de leurs propres actions. Ce sont eux qui, envers et contre tout, ont pris la bonne décision, ont fait le bon choix et ont obtenu le résultat. Ils façonnent eux-mêmes leur destin. Ce n'est bien sûr pas une vérité absolue. Parfois, il arrive aussi qu'une personne pense qu'elle a réussi parce que c'était prédestiné, ou au contraire, je suis au fond du trou parce que j'ai fait le mauvais choix. Mais la tendance générale reste tout de même celle-ci. Alors, comment prouver que le libre arbitre existe? Spoiler, scientifiquement, il est impossible de prouver l'existence ou l'absence du libre arbitre. Mais je vais vous donner des arguments et c'est à vous de décider de les accepter ou non. Il existe plusieurs approches principales pour justifier l'existence du libre arbitre. Les principales approches sont l'approche phénoménologique qui repose sur l'étude de l'expérience subjective. Vers la liberté, c'est pourtant si simple. Au début, nous considérons la liberté comme un fait acquis, puis nous commençons à la réaliser dans nos actions.
Nous sommes assis dans un restaurant, vous et moi. Rien de concret ne nous lie. Nous ignorons ce que nous faisons et ce que nous voulons. Une incertitude totale. Et soudain, je vous prends la main. Ça change tout. J'arrête le cours du temps, je fais reculer le hasard. À ce moment-là, je transmets mon attitude subjective. Et vous acceptez. Autrement dit, l'expérience même de la prise de décision et le sentiment de liberté que nous vivons constituent une preuve suffisante de l'existence du libre arbitre. Vous pouvez vérifier cette approche vous-même dès maintenant. Je vous invite à mettre un like à la vidéo. Mais au final, c'est vous qui prenez la décision. Si le sentiment de libre arbitre vous suffit dans ce cas, tant mieux. Sinon, passons à l'argument suivant, l'argument de la responsabilité. Si nous n'avions pas de libre arbitre, la responsabilité morale n'aurait plus de sens. Par exemple, on ne pourrait pas reprocher à quelqu'un d'avoir commis un crime si ses actions étaient entièrement prédéterminées par des facteurs extérieurs. Ainsi, l'existence même de la notion de responsabilité dans la société indique qu'il existe au moins un certain niveau de libre arbitre, sinon cela n'aurait aucun sens. L'approche compatibiliste. Certains philosophes vont plus loin et affirment que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Selon eux, le libre arbitre signifie la capacité d'une personne à agir conformément à ses désirs et à ses intentions, même si ces désirs et intentions sont eux-mêmes prédéterminés. Autrement dit, comme l'a écrit Arthur Schopenhauer, l'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Cette approche permet de concilier le libre arbitre avec la prédétermination de tous les événements. Mais dans la matrice, nous partirons de l'argument de l'incertitude. Merovingen pense que le libre arbitre n'existe pas, que tout dans le monde n'est que cause et conséquence. L'architecte ne croit pas non plus au choix. Toi, moi et lui ne pouvons pas prévoir les conséquences de notre choix, ou même de son existence. Pour lui, tout n'est qu'une équation. Il ne comprend pas le concept de choix. Pour lui, les options n'existent que dans l'équation. Mais il existe aussi des programmes comme la pitié. Si l'on considère la pitié dans le cadre du concept de déterminisme, elle incarne ce concept philosophique qu'est le démon de Laplace. Pierre-Simon Laplace, mathématicien et astronome français du siècle, a proposé l'hypothèse d'un déterminisme strict. Laplace affirmait que s'il existait un être capable de connaître absolument toutes les données sur la position et la vitesse de chaque particule de l'univers à tout moment, il pourrait prédire l'avenir avec une précision absolue. Cet être a été appelé le démon de Laplace. La pitié, tout comme le démon de Laplace, incarne la connaissance absolue et la prévisibilité de tous les événements, ce qui correspond parfaitement aux idées du déterminisme. Mais il y a juste un petit problème. Vous saviez que tout finirait exactement comme ça. Mais non, bien sûr que non. Malgré toute sa connaissance, l'oracle n'est pas capable de prédire tous les événements, ce qui n'est pas surprenant, car même le démon de Laplace, s'il existait, n'aurait pas pu le faire. Et tout cela a été découvert après les découvertes de la mécanique quantique. La mécanique quantique a remis en question l'idée même du déterminisme strict sur laquelle elle repose. L'un des principes clés de la mécanique quantique est le principe d'incertitude de Heisenberg. Il affirme qu'il est impossible dans le microcosme de mesurer avec précision et simultanément la position et la quantité de mouvement d'une particule. Cette limitation fondamentale de la connaissance des systèmes microscopiques signifie que, même en théorie, il est impossible de prédire l'avenir avec une précision absolue, comme le supposait le démon de Laplace. Contrairement à la physique classique où les processus sont déterministes, la mécanique quantique les décrit en termes de probabilité. Peut-être ou peut-être pas. Par exemple, la position d'une particule à un moment donné n'est pas décrite comme un point précis, mais comme la probabilité de se trouver à différents endroits. Ce comportement probabiliste contredit l'idée que l'on peut prédire l'avenir avec précision en connaissant toutes les données du présent. C'est pourquoi la pitié pouvait prédire que Néo se retrouverait très probablement devant la porte de l'architecte, mais elle ne pouvait pas prédire ce qui se passerait derrière cette porte. La porte baigne dans une lumière éclatante. Que se passe-t-il généralement de l'autre côté? Mentionnons ici la célèbre expérience de pensée du chat de Schrödinger, proposée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger. Elle a été conçue pour démontrer les étrangetés de la mécanique quantique et montrer comment ces principes peuvent conduire à des paradoxes lorsqu'ils sont appliqués à des objets macroscopiques.
On place un chat dans une boîte avec un atome radioactif, un détecteur capable de repérer la désintégration de l'atome et un gaz toxique qui sera libéré si le détecteur détecte la désintégration. Selon la mécanique quantique, l'atome peut se trouver dans un état de superposition, à la fois désintégré et non désintégré, tant que cet état n'est pas mesuré. Par conséquent, jusqu'au moment de l'observation, le chat se trouve dans une superposition d'états, à la fois vivant et mort, ce qui va à l'encontre de la logique. La rencontre de Neo avec l'architecte peut être comparée à la boîte contenant le chat de Schrödinger. La pièce de l'architecte représente une boîte spéciale où Neo se trouve, symbolisant la superposition quantique. À ce moment-là, Neo se trouve à la frontière de deux possibilités, choisir l'une des portes. Jusqu'au moment où il prend sa décision, il se trouve, comme le chat de Schrödinger, dans un état d'incertitude, représentant simultanément les deux réalités possibles. Deux portes. La porte de droite mène à la source et au salut de Sion. La porte de gauche mène à la matrice, à ta bien-aimée et à la perte de ton espèce. Ce n'est qu'après son choix que la fonction d'onde s'effondre et qu'une des réalités devient la réalité, tandis que l'autre disparaît, comme si elle n'avait jamais existé. C'est justement pour ça que l'oracle ne peut pas voir derrière la porte et savoir ce qui s'y trouve. Que se passe-t-il généralement de l'autre côté ? Dans un monde régi par l'incertitude quantique, il est impossible de prédire l'avenir avec une précision absolue. Tant que le choix n'est pas fait, la Pity ne peut voir que des probabilités et des issues possibles, mais la décision finale appartient à Neo, et ce choix crée une nouvelle réalité. L'architecte cherche à créer son système parfait, il essaie d'équilibrer son équation. C'est son objectif, équilibrer l'équation. Mais il ne peut pas le faire à cause de facteurs qui échappent à sa compréhension et à son contrôle. Ni toi ni moi ne pouvons prévoir les conséquences de nos choix, et lui ne peut prévoir celles de l'existence même du choix. C'est cela l'incertitude imprévisible. Ces facteurs peuvent inclure les émotions humaines, le libre arbitre ou des éléments chaotiques qu'il est impossible de prévoir ou d'intégrer précisément dans une équation. Je n'ai pas réussi à résoudre l'une des équations lors de la programmation de la matrice. Dans la compréhension de l'architecte, ce sont des anomalies. C'est le résultat d'une anomalie que, malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu corriger et qui perturbe toute la beauté de l'harmonie mathématique. Derrière Neo, on observe les différentes issues possibles de la réalité, ce qui est remarquable. Et nous voyons qu'elles disparaissent toutes lorsque Neo fait son choix. Il s'avère que par leur œuvre, les Wachowski ont exprimé assez précisément que le libre arbitre existe. Il est donc possible de s'extraire de la matrice et de modifier le programme. Même les transformations qui ont ensuite eu lieu chez les Wachowski dans le monde réel plaident en faveur de cette opinion. Ils ont montré que, même dans le domaine de la prédétermination physiologique, il y a une place pour le choix. Écrivez dans les commentaires à quel concept vous vous rattachez personnellement. Croyez-vous au déterminisme ou penchez-vous pour le libre arbitre? Qu'est-ce que vous ressentez par exemple lorsque vous vous abonnez à une chaîne? Est-ce votre choix ou tout était-il prédéterminé? Et je vous rappelle que c'est déjà la 5e vidéo sur la chaîne consacrée à Matrix. Voici une analyse individuelle des personnages mérovingiens, Pity, Neo et Agent Smith. Toutes ces vidéos ont été ajoutées à une playlist qui devrait apparaître maintenant sur votre écran.